Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la veille de deux élections en Iran, l'élection présidentielle et l'élection municipale qui auront lieu toutes les deux le 14 juin. Vu les émeutes qui a connu le pays en 2009, après les élections très controversées et la réélection très controversée de M. Ahmadinejad, vu les questions difficiles comme le nucléaire, les sanctions économiques internationales sans précédent imposées contre l'Iran. À cette occasion, nous sommes avec Bernard Ourcade. Monsieur Ourcade, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique. Vous êtes géographe et spécialiste de l'Iran. Vous êtes aussi professeur de géographie d'Iran à l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Simplement, qu'est-ce que ça représente pour vous une élection présidentielle en Iran? On dit souvent que les élections ne servent à rien et que les élections sont truquées. C'est souvent vrai. Mais en Iran, une particularité est que l'on ne connaît jamais le résultat. Et donc, même si les élections iraniennes sont dans un cadre institutionnel assez restreint, disons, il s'agit d'un enjeu politique important, d'un débat politique important. Et donc, je crois, pour l'avenir du pays, c'est un événement important, même s'il n'est pas comparable exactement aux élections qu'on pourrait avoir en France, en Belgique ou en Espagne. D'accord. Comme vous savez, 686 personnes se sont inscrites de toutes les catégories. Comme vous savez, l'élection est ouverte. En fait, l'inscription est ouverte au public. Il suffit d'avoir simplement son acte de naissance, une photocopie de sa carte d'identité et 12 photos d'identité pour pouvoir s'inscrire et aussi avoir plus de 18 ans. Donc, est-ce que ça a un sens pour vous? Le fait, pourquoi on laisse la porte ouverte au public? Il y a une partie de propagande. Le gouvernement et la Constitution permettent à tous les citoyens d'être candidats. C'est une très bonne chose. Mais il y a aussi une volonté incontestable de participation des gens en Iran. Depuis la révolution de 1979, la révolution islamique, la population iranienne participe à la vie politique. Elle est quelquefois réprimée, mais elle participe. Il y a une dynamique politique incontestable. L'Iran est un pays où le débat politique existe, et donc cette fois-ci il y a 636 candidats. En 2001, il y en a eu 1075, je crois. Souvent il y en a 300, 400, 500. Le problème principal, vous le savez, c'est qu'ensuite le Conseil constitutionnel iranien, le Conseil des gardiens, va sélectionner les candidats et éliminer 99% des candidats pour n'en garder que 4, 5, 6, 10 la dernière fois au maximum, sur des critères qui sont évidemment assez aléatoires. D'accord. Alors, pour cette élection, après ce qui s'est passé en 2009, qu'est-ce qui est la caractéristique de cette élection? Évidemment, on a eu les émeutes de 2009. Après, au cours des 4 dernières années, on a eu des sanctions économiques très lourdes contre le pays. Il y a la question du nucléaire qui se pose toujours. Alors, quelle est la caractéristique de cette élection par rapport aux autres? Je crois que ce sont des élections de maturité. La République islamique, depuis 34 ans, on annonçait son effondrement tous les 2 matins. Elle est toujours là. Et c'est le gouvernement, le système le plus stable du Moyen-Orient. On le voit surtout après le printemps arabe. Et un pays surtout qui a la capacité d'avancer. On annonce toujours le fait que le guide de la République islamique décide de ce qu'il veut. C'est plus compliqué que cela. Il y a des rapports de force en Iran. Et le courant réformateur dont vous parliez, le mouvement vert de 2009, n'était pas un mouvement, c'est une dynamique très très forte de la société, mais ce n'était pas organisé. Il n'y a pas de parti politique vert, il n'y a pas d'institution verte. Et les Iraniens qui avaient manifesté contre Ahmadinejad en 2009 se sont retrouvés tout seuls à se faire taper dessus ou être emprisonnés ou même fusillés. Maintenant, l'un des enjeux importants du pays, en fait du régime, c'est évidemment la question du nucléaire. Donc, vous savez, Saïd Jalili, négociateur en chef du nucléaire iranien, lui-même candidat à la présidentielle, a dit récemment que qui que ce soit le président, le futur président iranien, la politique nucléaire iranienne ne changera pas et l'enrichissement d'uranium ne sera pas interrompu. Alors, qu'est-ce que vous attendez en fait, au niveau de la politique nucléaire du régime? Concernant les relations avec les États-Unis, concernant le nucléaire, la politique sera la même. Tout le monde est d'accord en Iran, de la droite à la gauche, pour dire que l'Iran a le droit d'enrichir l'uranium. Mais M. Netanyahou en Israël est d'accord, il a dit pas plus de 20%. Donc ça veut dire que 3,5%, ce que demande l'Iran, M. Netanyahou est d'accord. M. Fabius disait il y a quelques jours, si l'Iran accepte d'enrichir l'uranium sous le contrôle international, nous sommes d'accord. Donc tout le monde est d'accord sur le nucléaire. Ceux qui ne sont pas d'accord sont les pays occidentaux qui veulent quelquefois la chute du régime iranien. Donc il y a une non-volonté de négocier. Pour la première fois, les Iraniens maintenant sont d'accord pour négocier vraiment sérieusement. Et on sait que côté États-Unis notamment, pas tellement en France, mais aux États-Unis, c'est l'essentiel, il y a une volonté de trouver une solution à la question iranienne, du nucléaire, qui pourrit la situation du Moyen-Orient au moment où la guerre en Syrie et les printemps arabes posent de vraies questions fondamentales.
Donc je suis très optimiste sur le fait que, quels que soient les résultats des élections iraniennes, dans tous les cas, les Américains et les Iraniens sont d'accord des deux côtés pour trouver une issue à cette crise qui empoisonne tout le monde. Est-ce que vous êtes optimiste aussi sur le fait que les sanctions soient enlevées aussi? Parce que c'est ça qui maintenant pose le plus de problèmes. Exactement. Alors maintenant, c'est aux pays occidentaux qui ont mis des sanctions bilatérales ou les sanctions de l'ONU de faire un programme pour lever les sanctions progressivement. C'est évidemment la condition indispensable pour qu'il y ait un accord des deux côtés. Il ne s'agit pas que l'Iran accepte tout et ne reçoive rien. Donc la levée des sanctions et le programme de normalisation entre Iran et États-Unis, qui est la question clé finalement, c'est Iran-États-Unis. Si ça est décidé, le reste coule de source. Cette question est actuellement sur la table. Des deux côtés, on discute des conditions de la discussion. Autrement dit, on est d'accord sur le principe. Mais ils ont fait cet effort aussi sous les réformateurs, sous Khatami, mais n'ont pas abouti. À l'époque, en 2003, quand l'accord a été signé entre les Européens et l'Iran, les Européens étaient seuls, les Américains étaient contre. Les Américains voulaient la chute du régime iranien. Et donc, rien ne s'est fait, parce que les Occidentaux n'étaient pas d'accord entre eux pour une solution. Et il y avait un deuxième problème en Iran, c'est que M. Khatami, M. Khamenei n'étaient pas d'accord. On sait très bien que M. Ahmadinejad, à plusieurs reprises, à 3 reprises, a fait un accord avec les États-Unis sur le nucléaire. M. Khamenei n'était pas d'accord. Maintenant, si en Iran, le président et le guide sont dans le même camp, avec la même politique, il y aura une unité de pouvoir. Ça ne veut pas dire que ce sera le paradis, mais au moins, il n'y aura pas de division interne. Et côté occidental, les États-Unis peuvent aujourd'hui imposer leur volonté sur l'Iran, parce que la crise économique impose un certain consensus. Un peu revenons à la vie politique interne du pays, avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans entre le guide suprême et M. Ahmadinejad. Quel avenir politique vous envisagez pour M. Ahmadinejad après tous les problèmes qu'il a eu avec le guide? On s'est beaucoup trompé sur Ahmadinejad. Il n'est pas du tout le fou ultra-conservateur. Ce n'est pas un conservateur, c'est un dynamique, au contraire. Il est réactionnaire peut-être, mais c'est quelqu'un d'hyperactif. Ce n'est pas un conservateur, Ahmadinejad. Et donc, il a fait des réformes économiques qui ont été très dures en Iran, mais qui ont été félicitées par le Fonds monétaire international. Il a à plusieurs reprises cherché un accord sur le nucléaire avec les États-Unis. Et donc, ce que je vois aujourd'hui en Iran, ça va être une opposition entre un Iran populaire, des provinces, des petites villes, des campagnes, des gens qui sont un peu les laissés pour compte de tout, avec une certaine aristocratie de la Révolution, qu'il s'agisse de réformateurs, de conservateurs, d'anciens gardiens de la Révolution, qui ont été l'establishment de la République islamique. On a peut-être aujourd'hui une deuxième phase qui arrive, qui est une phase d'une coupure sociale et d'une révolution ou d'un changement qui va concerner une opposition entre les déshérités de l'Iran et une certaine aristocratie ou bourgeoisie qui s'est enrichie beaucoup ces dernières années. Monsieur Hourkat, merci beaucoup pour votre intervention.